De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. 24e ville de ce tour du monde, 25e heure de direct. Bien évidemment, vous pouvez commenter, réagir en direct sur Facebook, Twitter, hashtag 24H Chrono TV. Et nous arrivons à Chicago. J'ai bien évidemment mes invités et mes complices pour l'heure à venir. Donc j'accueille dans un premier temps Yannick. Yannick, vous êtes dirigeant de Carlink. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc Carlink est une société française basée à Rennes, une PME de 110 personnes, créée en 2004, donc je suis cofondateur de la société, cotée en bourse depuis 2016 à la Bourse de Paris. Et moi, j'ai la responsabilité technique et stratégique de la société. Je suis parti aux US il y a 18 mois maintenant pour développer le business, monter la filiale US et développer le business aux États-Unis, à Chicago. Et ça se passe bien? Et ça se passe bien. Très bien. Vincent de Meyer. Bonsoir. Alors, April. Alors, Vincent est un grand habitué de nos émissions des 24 heures de la 13e saison, mais présentez-nous quand même un peu April et surtout April à Chicago. Bien sûr. Alors, donc April est un groupe d'origine française créé il y a 30 ans avec l'ambition de changer l'image de l'assurance. Nous sommes aujourd'hui un groupe coté en bourse, comme vous. Nous avons environ 4000 salariés. Nous sommes présents dans 30 pays. Et nous avons, entre autres, la spécialité d'assurer les expatriés. Donc, aux États-Unis, nous n'avons pas de salariés sur l'activité expatriée en tant que telle. Nous ne sommes pas présents à Chicago, mais en revanche, nous avons énormément de clients présents aux États-Unis et nous avons tout ce qu'il faut pour bien les assurer. Très bien. Donc, on accueille bien évidemment Emmanuel Jéglet. Bonsoir François. Bonsoir. Donc, Emmanuel, vous êtes aussi un grand fidèle de la maison des 24 heures chrono. Tout à fait. Et expert comptable sur place, enfin aux États-Unis, avec un certain nombre de bureaux. Absolument. Donc, moi, je représente le groupe fiducial Jade. Je suis aux États-Unis depuis 20 ans. Nous avons créé Jade Associates il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nous avons 15 bureaux. Présent dans les plus grandes villes des États-Unis. Je suis expert comptable et CBA. On avait 70 collaborateurs à peu près. Et nous avons aussi un bureau à Chicago, d'où ma présence ici ce soir. Très bien. Et Gonzague, donc Gonzague, vous êtes Mazars, associé Mazars. Alors, cabinet d'audit, mais sur Chicago depuis pas très longtemps pour ce qui vous concerne, même si Mazars y est depuis un petit moment. Oui, mais bonsoir François. Donc Mazars est un cabinet... de 23 000 professionnels présents dans 89 pays. Donc moi, je suis associé du groupe Mazars. J'ai rejoint Chicago il y a 18 mois pour y développer nos activités de conseil, d'audit financier, de services comptables, financiers, légaux et fiscaux. Très bien. Alors, ce que je vous propose juste avant d'entamer directement sur Chicago, c'est d'interroger et d'aller voir un petit reportage sur le lycée français de Chicago. Le lycée français de Chicago est situé au nord de la ville, dans un quartier familial appelé Ravenswood. L'école a été fondée en 1995 par un groupe de parents dont la vision était d'offrir à leurs enfants une excellente éducation au sein d'une institution française de premier plan. Nous formons une communauté internationale très diverse, avec des familles de plus de 40 nationalités différentes et une trentaine de langues parlées à la maison. C'est ça qui rend notre école spéciale. Nous avons près de 800 élèves sur notre magnifique nouveau campus, qui a d'ailleurs gagné un prix. Cela représente 3 classes par niveau de 20 élèves maximum. L'école commence en petite section et se poursuit jusqu'en terminale. Et à partir de la 3e, nous offrons 2 excellents programmes, le baccalauréat français et l'International Baccalaureate. Au LFC, le système éducatif français est enrichi par des éléments américains et internationaux. Nous commençons par exemple l'apprentissage d'une 3e langue à partir du CM1 et proposons des voyages à l'étranger à partir du CM2. Nous avons des programmes extrascolaires de qualité. Les élèves peuvent faire partie des équipes sportives de notre école ou de notre troupe de comédie musicale. Ici, nous transformons nos élèves en ambassadeurs du monde. Et ils intègrent les meilleures universités françaises, américaines, canadiennes et à travers le monde. Nous sommes fiers de nos élèves et de ce qu'ils accomplissent chaque année. We are the lycée français de Chicago. Alors justement, on parle du lycée français. J'ai cru comprendre que vos enfants étaient au lycée français. Comment ça s'est passé, leur intégration? Quelle est la qualité justement de ce lycée, mon cher Yannick? En fait, le reportage est assez bien fait et ça se passe réellement comme ça en fait. Donc moi j'ai 2 filles
au lycée français, donc en CM1 pardon, et en terminale. Et en fait, l'encadrement est vraiment personnalisé, les enfants sont suivis, et ce qui est vraiment important pour des élèves de terminale en fait, qui passent le bac. Ils ont des classes très très réduites, donc ils sont une dizaine. Et puis surtout l'apprentissage de la langue, c'est magique. C'est merveilleux. C'est magique, ils craquent le code très très vite. Même impression. Même impression, effectivement, c'est une école. On aurait voulu pouvoir étudier dans cet environnement privilégié. Une école très moderne qui a été construite, reconstruite il y a quelques années. Pas plus de 20 élèves par classe et beaucoup moins dans les grandes classes. Moi, j'ai 4 enfants qui s'épanouissent totalement au lycée. Les plus jeunes sont bilingues en pas dire quelques mois, mais moins d'1 an. C'est vraiment une chance inouïe et un enseignement qui marie, je vais dire, l'excellence de l'enseignement français, mais le côté très positif américain où on encourage toujours les élèves dans ce qu'ils font de bien et on ne voit pas forcément ce qui est moins bien. Négatif, voilà, dans la vision donc une chance réelle. Ce n'est pas la seule école française à Chicago. Il y a une école franco-américaine également, il ne faut pas l'oublier, qui marie le programme américain et français avec un complément d'enseignement du CNED. C'est un peu plus lourd pour les enfants au départ et il faut habiter, il y a une carte scolaire, il faut habiter dans un quartier particulier. Voilà. Mais il y a deux écoles. Le lycée, pour Yannick et moi et nos enfants, c'est vraiment parfait. C'est une opportunité rare. Donc du coup, il y a une belle communauté française à Chicago qui comprend à peu près combien de ressortissants? Alors 9000 personnes selon le consulat, ils ne sont pas tous inscrits. Recensés, oui, comme toujours. Exactement. Et c'est une petite communauté qui fonctionne bien. Du coup, c'est pas comme par exemple à Londres où elle est tellement vaste que personne ne nous attend. Lorsqu'on arrive à Chicago, par l'école, par le lycée, par le réseau des CCE, par les chambres de commerce, on a tout de suite... On est en contact avec d'autres personnes qui arrivent en même temps que nous ou qui sont arrivées avant et qui nous accueillent. Et vis-à-vis du logement, comment ça s'est passé pour vous en termes de coûts, en termes de facilité? Alors, la recherche du logement, surtout en venant de France, n'est pas aisée. C'est pas aisé, mais par contre, on a, dans le contexte de l'expatriation, il y avait un agent de relocation qui faisait ce travail pour nous. Le logement est relativement facile à trouver près du lycée, enfin dans les quartiers dans lesquels sont la majorité des Français. Et les loyers sont abordables en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre ici à Paris par exemple. D'accord. C'est votre approche Oui, exactement. Enfin, il y a une offre. Il y a des Français qui sont installés depuis un certain nombre d'années qui sont là aussi pour donner des conseils. Il y a une agent immobilière qui est française, installée à Chicago depuis longtemps, qui connaît bien. Qui connaît bien. Et puis, quand une famille rentre en France ou part dans un autre pays, les bons plans circulent. Et effectivement, c'est relativement abordable. Entre 3 500 et 6 000 $ pour une famille selon les quartiers. C'est accessible. C'est accessible. Alors justement, parce qu'on parle de Chicago, mais une petite vision un peu plus par rapport aux autres grandes villes sur lesquelles vous êtes implanté, mon cher Emmanuel. Écoutez, je pense que vous parlez là de l'immobilier surtout. Ouais. Au niveau de l'immobilier, en fait, moi je viens de New York où j'ai passé presque 20 ans. L'immobilier New York avec San Francisco défie toute concurrence. Là, on est vraiment sur des 3-4 bedrooms entre 12 000 et 16 000 $ par mois. Ce que j'ai entendu dire à Chicago par rapport aux autres villes, c'est que Chicago, ça peut être cher dans les petites surfaces, aussi cher presque qu'en Floride, parce qu'en Floride, Miami, c'est un peu la ville équivalente à Chicago au niveau des prix pour l'immobilier. Mais pour New York, San Francisco, pour une famille, c'est plus simple. Voilà, c'est dans des coûts plus raisonnables. Exactement. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille questionner David Bonnereau. Que peut-on dire au niveau de la santé? Chicago compte parmi les meilleurs hôpitaux des États-Unis. Ils sont affiliés à de grandes universités comme Northwestern University et la qualité de l'offre médicale est excellente. Par chance, nous habitons tout près de ces hôpitaux, donc nous sommes dans une situation très privilégiée sur le sujet de la santé. Alors justement, concernant la santé, Vincent, peut-être une réaction suite à l'intervention de David? Oui, il parle de privilèges, j'allais dire, au niveau de la qualité des soins, c'est certain. Les soins sont de très bonne qualité aux États-Unis. En revanche, il n'évoque pas du tout la contrainte du coût.
Et ça, c'est pas un privilège, parce que s'assurer aux États-Unis, ça coûte très très cher. Alors peut-être un petit point pour les gens qui s'intéresseraient aux États-Unis avant de partir. Ils ont certainement entendu parler de l'Obamacare, qui est un projet de Barack Obama d'installer ou d'instaurer l'équivalent d'une sécurité sociale, qui a été revisité par Mr. Trump avec le Tax Cut and Job Act, qui a été voté décembre 2017, qui prend effet maintenant au 1er janvier 2019. Donc, pour simplifier, un individu n'est plus obligé de souscrire obligatoirement une solution dite Obamacare compliant, c'est maintenant libéré, si ce n'est que ça, c'est une loi fédérale et que comme ce pays est grand et qu'il est complexe comme tous ces grands pays, 4 États américains ont décidé de remettre en place des taxes à partir de 2020. Donc nous sommes dans une fenêtre de tir pour laquelle il n'y a pas d'obligation. En revanche, je pense que personne ne me contredira, il y a une chose à savoir avant de partir aux États-Unis, c'est qu'on ne part pas aux États-Unis sans être assuré. On peut décider de le prendre sur place. On résout le problème avant de bouger, parce qu'une hospitalisation aux États-Unis coûte très très cher. Un jour de soins intensifs, c'est 8 000 à 9 000 $ par jour. Une hospitalisation pour une appendicite, c'est entre 20 et 40 000 $. Donc ça va très très vite. C'est juste colossal. Et les Américains ont quand même cette... allez, je vais dire le mot, cette sale habitude, lorsque vous présentez aux urgences notamment, de commencer par vous faire un examen assez général. On ne sait jamais. Et donc, pour des points de suture ou éventuellement une foulure, vous êtes capable de vous retrouver avec un IRM et des soins qui vont vous coûter, alors que réellement, il n'y a pas grand-chose, 3 000, 4 000, 5 000 $, juste pour être allé aux urgences. Donc, très concrètement, les acteurs, et nous ne sommes pas les seuls, mais les acteurs d'assurance spécialisés sur les États-Unis proposent systématiquement des accords avec ce qu'on appelle des PPO, c'est-à-dire vous avez accès à tout un ensemble de réseaux de soins très très large, de très grande qualité, facile à géolocaliser avec une application que nous vous fournissons et dans laquelle vous bénéficiez de ce qu'on appelle le cashless, c'est-à-dire la prise en charge directe, vous n'avez pas à avancer les frais. On ne nous demande pas tout de suite notre carte bleue. On ne nous demande pas tout de suite notre carte bleue, c'est exactement ça. Et puis on en parlait un peu en préparant l'émission, mais ce que nous proposons de plus en plus à nos clients, c'est aussi, s'ils le souhaitent, de revenir en France. On leur paye le trajet aller-retour, y compris en business, s'ils souhaitent se faire hospitaliser en France, parce que les soins en France sont tout aussi bons. Ils sont juste 4 fois moins chers. Les gens préfèrent aussi, dans ces conditions d'hospitalisation, parfois avoir un environnement français, francophone, on va dire, effectivement. Donc ça fait partie des services complémentaires à proposer aux clients. Alors, je suppose, messieurs, que vous êtes tous, alors vous qui venez d'arriver, vous êtes tous clairs sur ce point. Oui, alors je pense que Vincent a dit quelque chose de très important, ne pas partir aux États-Unis sans une couverture santé, avec des enfants, un système qui est relativement complexe, des franchises dans certains, sur certaines offres de santé où on pense qu'on est assuré au premier dollar. Et en fait, les 5 ou les 10 000 premiers dollars sont pour nous. Voilà, donc il faut vraiment préparer cet aspect-là indubitablement. Du départ sur la partie santé. Bien évidemment, c'est la même chose sur le restant des États-Unis. C'est la même chose sur le restant des États-Unis, parce que moi, je suis un bon exemple. J'ai fait 2 passages à l'hôpital, dont 3 jours en ICU, donc je sais ce que c'est. Le premier passage m'a coûté 220 000 $ et le deuxième passage m'a coûté 250 000 $. Donc si j'étais pas assuré, j'aurais été très très mal. Donc je peux vous dire que pour avoir été mis en condition, je peux vous dire que oui, l'assurance c'est primordial. Elle est hyper stratégique, c'est presque la première chose avant tout le reste. Y compris pour les employeurs locaux, c'est-à-dire qu'on va sortir 2 secondes de l'impact d'être expatrié. Un des enjeux des employeurs américains aujourd'hui, c'est de proposer une couverture santé à leurs salariés. Dès qu'ils ont plus de 50 salariés, c'est obligatoire. Et ça devient un sujet d'attraction et de collaborateurs, bien évidemment. Fidélisation très importante. Je vous propose qu'on se retrouve juste après cette petite page de pub. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international en direct pour Chicago. Alors, on a beaucoup parlé de la vie sur place. On va passer aux parties entreprise, je dirais. Alors, au même titre qu'on doit être accompagné à titre personnel sur la logique de la santé pour préparer son installation avant de partir à Chicago, je pense qu'il y a un réseau dont on peut parler. Alors, c'est pas spécifiquement à Chicago, mais c'est quand même très intéressant. On a un conseiller du commerce extérieur parmi nous. On n'en a pas qu'un même. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le rôle des conseillers du commerce extérieur ?
Alors, le rôle principal des conseillers du commerce extérieur, je rappelle que ce sont des chefs d'entreprise bénévoles, Oui. C'est de conseiller les gens qui viennent s'installer sur le territoire. Donc moi, j'ai profité, dès mon arrivée sur le territoire américain, j'ai profité des conseils du groupe Midwest, en fait, des CCE. Pour tout ce qui est démarches, actions legal, donc tout ce qui est contrats commerciaux, tout ce qui est Connaissance du marché. recrutement, Ouais. plus effectivement de la mise en relation, parce qu'on en parlera peut-être, mais effectivement le réseautage est un élément primordial sur le marché américain. Et donc en fait j'ai profité vraiment de ces conseils dès le début, donc je me suis dit que c'était intéressant que je fasse profiter les autres. De renvoyer l'ascenseur. Exactement, de l'expérience que j'ai. Et on n'a pas toujours quelqu'un qui est dans notre domaine d'activité, voire quelqu'un qui est souvent en dehors de notre domaine d'activité, ce qui peut justement présenter un intérêt. Exactement, oui. Emmanuel. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. En tant que CCE, je pense que c'est un groupe très important à connaître et aux États-Unis et puis ou ailleurs, mais aux États-Unis pour nous. Et on s'entraîne, on se fait des réunions. Ça nous permet aussi certains CPE nous ouvrent des portes ailleurs. Donc c'est vraiment C'est un bon groupe réseau. très C'est actif. un grand réseau, un bon réseau, un Voilà. réseau de grande qualité. Voilà, tout à fait. On le dit pas assez souvent, donc c'est pour ça. Absolument, que je suis d'accord avec vous. Alors, on va aller interroger Paul Bensaba, qui est justement le président de la section CCE Amérique du Nord. Est-il encore intéressant de faire du business aux USA et de s'y implanter? C'est un marché qui est très porteur, où les clients payent, où il y a des marchés véritablement pour tous les produits. Il suffit de trouver sa niche, il suffit de savoir le marketer, mais il y a vraiment une place pour toutes les entreprises françaises. C'est un marché qui est très porteur, c'est un marché qui est ouvert à tout, et je dirais que les Français ont bien plus que leur part sur ce marché s'ils sont prêts à savoir persévérer et faire ce qu'il faut pour rentrer sur le marché. Mais je pense que c'est une opportunité extraordinaire et que les entreprises qui veulent être à l'international ne peuvent pas contourner le marché américain. C'est un marché qui est crucial, qui vous donne une vitrine pour pouvoir ensuite aller dans d'autres marchés. Donc oui, plus que jamais, il faut que les entreprises françaises continuent à venir sur ce marché américain. Alors, une première réaction, c'est votre président, donc. Oui. Une première réaction, et puis j'aurais une deuxième question, ce qui est pourquoi avoir choisi Chicago pour vous concernant votre entreprise? Oui, alors une première réaction, c'est effectivement le groupe CCE, donc Amérique, est un groupe qui, alors le territoire est vaste en fait, donc on se connaît pas trop, donc on travaille tous là sur un événement important qui va se passer à Chicago le 14 mai en fait, où on va faire une rencontre de l'ensemble des CCE du Nord-Amérique en fait, du Nord-Amérique, ouais. Canada compris. Canada compris, histoire de réseauter, de mieux se connaître et de pouvoir s'appuyer sur les autres bureaux en local pour développer du business. Donc pourquoi avoir choisi Chicago pour justement Carlink? Oui, alors ça, c'est la réponse est simple, c'est pas moi qui ai choisi. Pour le coup, j'ai suivi mon épouse qui a un contrat d'expatriation. D'accord. Donc le choix s'est fait par mariage. Exactement, c'est ça. Très bien. Et pourquoi on peut choisir justement Chicago et quels sont les domaines où se déployer déployer notre propre business? Alors vos clients, vous, sur Chicago, quels sont un peu les secteurs porteurs? Alors, déjà, le grand Chicago, c'est 600 milliards de produits intérieurs bruts, donc c'est 20-25% de la France. C'est déjà un marché en soi. C'est une économie extrêmement diversifiée, c'est-à-dire que le secteur d'activité le plus important représente uniquement 12% de l'activité de Chicago, avec le manufacturing, la chimie, tout ce qui est hôtellerie et restauration, les secteurs des services. On est aux États-Unis, qui est extrêmement développé. Chicago, c'est le premier aéroport aux États-Unis. C'est l'un des 5 premiers ports mondiaux, avec une connexion sur le golfe du Mexique par le Mississippi et sur l'Atlantique par le Saint-Laurent. C'est un réseau ferroviaire extrêmement dense. C'est au centre des États-Unis, donc on a une contrainte. On n'a pas les contraintes que peut avoir, par exemple, New York par rapport à la Californie en termes de décalage horaire. Donc c'est extrêmement bien situé. C'est un positionnement intéressant. Oui. Pour entreprendre, si j'ose dire, les États-Unis. Exactement. C'est votre vision sur le marché nord-américain?
Alors, objectivement, je n'ai pas cette expérience terrain que vous avez là, donc je ne peux que aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, tous nos clients avec lesquels on peut avoir l'occasion de discuter nous disent que Chicago fait partie des villes où il fait bon, en plus, entreprendre. On en a parlé aussi tout à l'heure, on est moins dans la frénésie financière de New York, on est moins dans la folie des fintech et des startups de San Francisco. Et donc, le mélange... mode de vie très agréable et économie très solide. Dynamique, solide, un très beau avec terreau. tous les liens possibles. Et si on avait un ou deux secteurs où aujourd'hui on a une vraie recherche ou aux États-Unis de manière générale, si je suis entrepreneur, quels seraient les sujets sur lesquels je peux justement prendre place et avoir un intérêt à investir aux États-Unis? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens de tech françaises qui viennent s'installer aux États-Unis parce que, en fait, même si on a les idées ici, le financement, il est là-bas. Donc, pour se développer correctement, il faut partir aux États-Unis. Donc, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées de la tech, qui déménagent là-bas pour pouvoir lever des fonds. C'est clair, c'est un problème de cash. D'abord. Très bien. Alors, comment ça se passe? Alors, vous êtes arrivé il y a 18 mois, donc vous êtes arrivé, j'oserais dire, page blanche. Presque, oui, quasiment. Quasiment page blanche. Vous avez été accompagné par les CCE. Aujourd'hui, vous avez déjà des collaborateurs sur place. Comment ça s'est déployé? Ça s'est déployé assez vite, ça a été assez efficace. Déjà, la première action sur place, c'est effectivement de s'entourer de collaborateurs donc, américains qui connaissent, qui ont la culture américaine et la culture business, en fait. Surtout, donc ça a été mon premier job, en fait, de recruter un VP pour la partie US. Après, je reviens un tout petit peu. On a une innovation qui est très très forte en France, et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de commercialiser aux US en fait. C'est-à-dire qu'on c'est pas qu'une question de cash justement pour ça. On est en train de commercialiser des solutions. Vous avez une entreprise qui fonctionne parfaitement bien en France et que vous exportez. C'est ça en fait. Et donc on a des technologies qu'on peut exporter et le marché US est un marché. Vous n'êtes pas parti là-bas pour les déployer ou pour les développer. Vous êtes parti pour les vendre. Pour les déployer. Pour les déployer. C'est ça. Tout à fait. Ça. C'est important. Oui. Et aujourd'hui, l'équipe, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 3 personnes en tout. Pour le moment, il y a un seul Américain, donc qui est le VP, qui est le responsable opérationnel, mais qui est réparti. Donc moi, j'ai une personne à Los Angeles et une personne à Miami. D'accord. Oui, donc c'est bien l'entrée des États-Unis par Chicago. C'est ça. D'accord. Alors, vos clients, comment, en termes de recrutement, en termes de management, qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil à des chefs d'entreprise français? Alors, il y a plusieurs choses. Le taux de chômage est de 4,2%. Donc, il y a une vraie compétition pour attirer les talents. Donc, ça a été évoqué. Il faut sortir tout le panel des bénéfices, de la rémunération, etc., des valeurs d'entreprise, du bien-être au travail, de la work-life balance, etc. Ça, c'est indéniable. Il ne faut pas arriver français en allant expliquer aux Américains qu'on va leur expliquer comment fonctionne l'entreprise. Hein, on parle quand même de la première puissance économique mondiale. Voilà. Ça, c'est des erreurs à ne pas faire. Il faut, je pense, s'entourer au maximum d'Américains, évidemment de mettre une petite touche de Français, d'Européens, voilà. Ce qui fait l'entreprise. Mais pour développer, faire tourner des business aux États-Unis, il faut travailler avec des Américains. Une société qui aurait 90% de Français, sauf peut-être dans la restauration, la haute gastronomie, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Ouais. Oui, peut-être un point, c'est encore une fois presque une évidence, mais vu des États-Unis, la France, c'est microscopique. Donc la French Touch est très appréciée. Je pense que nous avons plutôt une bonne perception des Américains en ce qui concerne les Français, même si on a eu quelques histoires délicates à l'époque de l'Irak. Mais globalement, ils nous aiment bien. En revanche, c'est très vrai. Ils n'attendent pas de notre part qu'on leur explique des choses sur lesquelles ils se considèrent largement au-dessus de nous. Ce sont des gens qui ont quand même toute cette dimension entrepreneuriale très développée. C'est sur des fonctions de direction. Vous avez à chaque fois des gens qui sont très entrepreneurs, qui sont très à l'aise sur des concepts d'être co-actionnaires, qui ont envie de s'investir beaucoup. Et effectivement, ce qui est différent de la France, en tout cas dans les moments que nous vivons aujourd'hui, c'est que le marché du travail reste tendu. Donc si vous n'avez pas, au-delà de tout ce qu'on vient de citer, un job intéressant à proposer, vous ne garderez pas les bons. Il faut avoir... C'est exigeant de ce côté-là particulièrement. Il faut du vrai sens dans l'entreprise. Exactement.
Très bien. Un point particulier Écoutez, moi, je rejoins les avis de Gonzague et de Yannick. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans les 20 ans de carrière que j'ai fait là-bas, et j'ai rencontré des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont su prendre dans leurs équipes des Américains. Et souvent chez les dirigeants. Donc, mettre un Français qui a la culture d'entreprise française, qui connaît les services ou les produits proposés, mais s'accompagner de quelqu'un qui a la culture business, qui parle américain parfaitement, qui vous ouvre des portes, qui a tous les contacts aux États-Unis. Pour moi, c'est le couple gagnant. C'est ce que j'appelle la direction bicéphale. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment y aller. On garde son ADN d'un côté et on intègre les États-Unis en même temps. Absolument. C'est la recette gagnante. C'est la recette. Alors, je propose qu'on aille interroger Myriam Le Cannelier, qui est elle aussi conseillère du commerce extérieur. Comment créer son entreprise? Bonjour Paris, je vous parle ici depuis Chicago, en plein cœur du centre-ville, au bord de la rivière, avec derrière moi des immeubles qui sont très représentatifs de ce beau centre-ville. Je suis en manteau parce qu'il fait un petit peu froid, pour ne pas manquer à la réputation de la ville. Comment j'ai créé ma société? Très important, j'étais aux États-Unis depuis déjà quelques années, commençais à bien comprendre la culture du pays et j'avais fait le constat qu'il y avait un besoin de marché qui était non servi, mal rempli. Et j'ai également rencontré un partenaire local, quelqu'un qui était installé depuis un certain temps, qui connaissait très bien le marché et qui avait des connexions locales. Ces deux éléments ont été extrêmement importants pour créer mon entreprise. Quel type de société existe? Il existe plusieurs statuts de société, à commencer par les corporations, qui sont de deux types. Les Small Corporations ou S Corporations, c'est le statut que j'ai d'ailleurs choisi, ou les C Corp, qui sont les entreprises un peu plus grosses. Et puis il existe aussi les LLC. Ce sont les principaux types de sociétés qui sont à la disposition d'un entrepreneur qui crée sa structure. Ce qui est très important, c'est de prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un comptable spécialisé dans ces questions qui peut vous aider à faire le bon choix du statut. À noter d'ailleurs que votre statut vis-à-vis de l'immigration va jouer un rôle dans le choix du statut de l'entreprise. Il y a des statuts que l'on peut choisir que si l'on est citoyen américain ou résident permanent. Alors vous nous excuserez bien évidemment des bruits à l'arrière de cet enregistrement, on est dans la rue, donc des fois c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on a bien compris l'essentiel du message que nous délivre Myriam, de l'accompagnement, choses comme ça. Alors justement, vous avez des choses à ajouter sur ce qu'elle nous a dit, comment justement s'implanter, comment créer son entreprise aux États-Unis, à Chicago de manière spécifique. Oui, alors de manière, je suis tout à fait d'accord. Oui, alors très synthétique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Myriam. Il ne faut pas imaginer que, parce qu'aux États-Unis, on a l'esprit d'entreprendre est là, qu'il ne faut pas savoir s'entourer, parce que c'est un pays très complexe, avec une fiscalité qui dépend de chaque État, même s'il y a une fiscalité fédérale. Pareil pour tout ce qui touche aux charges sociales. Les taxes, au-delà de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, les taxes ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Et donc, il faut s'accompagner de conseillers fiscaux, de conseillers financiers et comptables, et pour tout ce qui est juridique, d'avocats. De toute façon, aux États-Unis, on ne peut rien faire sans un avocat. Ce n'est pas possible. Le premier contact, c'est son avocat et son expert comptable, c'est ça? Absolument, c'est les deux personnes à connaître, à mon avis. Juste avant, on a pris l'assurance. Voilà, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je dois dire qu'on a un réflexe quand on est français de France, c'est qu'on prend un avocat en France quand les choses vont mal. Or, aux États-Unis, il faut les prendre pour que les choses n'aillent pas mal. Donc, en fait, c'est le réflexe à avoir, c'est de prendre un avocat dès qu'on arrive et un expert comptable pour toute la comptabilité, la fiscalité, tout le conseil qu'on peut donner en amont, en fait. La fiscalité américaine, on dit que la fiscalité française est complexe, mais la fiscalité américaine, une déclaration fiscale d'une entreprise, c'est imprimé, c'est ça, on ne l'imprime pas, hein, mais c'est ça.
Donc, si on n'a pas aidé, et moi, c'est pas, à titre personnel, c'est pas mon métier, mais si on n'a pas un spécialiste, on met sa société potentiellement à risque. C'est pas possible. C'est ça. Et d'autant plus que les règles ont changé en 2018 de façon très importante, puisqu'avec le nouveau TCJA que Trump a voté donc le 22 décembre 2017, la fiscalité 2018 a complètement changé. La fiscalité fédérale, plus la fiscalité d'État et parfois des villes. Donc parfois, on a 3 niveaux de fiscalité pour une même déclaration fiscale. Donc c'est complexe. C'est très complexe. Très complexe. Sachant que la fiscalité d'un État ne dépend pas de l'endroit où la société est basée, elle dépend de l'endroit où la société a son activité. Et si vous avez une activité qui est sur plusieurs États, vous devez faire plusieurs déclarations fiscales qui tiennent compte de la fiscalité propre à chaque État. Donc c'est très complexe. Alors, juste un mot sur les visas, parce que c'est aussi assez complexe sur la partie des visas. On a des visas pour au début, on a des visas pour suite. Alors, comment ça se passe, si vous pouvez nous en donner quelques mots, même si on ne fera pas le tour des visas des États-Unis sur ce plateau, et on le sait. Alors moi, ce que je peux encore une fois, je suis pas non, mais comptable, mais je suis pas avocat. C'est plus un éclairage. Mais je peux vous dire ce que mes clients et nous-mêmes ont fait. Nous, chez Jade, on a le visa investisseur. La plupart des clients ont le visa investisseur. C'est un visa qui est aujourd'hui très couru, très demandé par les Français qui viennent aux États-Unis. C'est un investissement minimum. On parle en général d'une fourchette. Ça dépend des activités évidemment, mais en moyenne, on va dire 100-150 000 $. Vous savez, un visa qui est valable 5 ans, renouvelable ad vitam aeternam. Donc vous investissez. Vous avez un projet, vous faites votre business plan, vous prenez un contrat de bail, quelques salariés et vous arrivez à avoir votre visa assez facilement. Il y a d'autres visas qui existent comme les visas les L1. C'est des personnes qui ont travaillé en France d'abord à des postes de management et qui sont envoyés aux États-Unis. Peut-être mes confrères ici ont peut-être le L1. Et puis vous avez le visa de Extraordinary Ability qui est réservé pour les chefs français, pour les gens qui ont, ou des journalistes, pour des gens qui sont qui ont un curriculum vitae assez spécifiques et qui viennent, donc visa O1. Donc je vois 3 visas, moi surtout c'est le E2, investisseur, le L1, executive management, et puis le extraordinary ability pour d'autres personnes. Voilà. Messieurs, vous et vos familles? Moi, j'aurais pas dit mieux qu'Emmanuel. Moi, je suis sur un visa L1 et j'aurais peut-être ajouté le visa, je dirais le B1 classique tourisme et visiteurs d'affaires qui permet au début de prospecter, de négocier des contrats, mais évidemment pas d'avoir une activité aux États-Unis. Non, mais prendre les premiers contacts. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, en fait, j'ai un visa E2, donc j'ai un visa investisseur. C'était le cheminement logique, création de filiale, donc avec un business plan. Et effectivement, c'est un visa qui est assez facile à obtenir quand on vient créer une filiale sur les US et qui demande un investissement, effectivement. Un montant non négligeable. Mais par contre, c'est pratique, effectivement. C'est renouvelable tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Donc que l'activité perdure. Oui, il faut que l'activité perdure. Oui, peut-être juste préciser que ce sont des sujets sur lesquels les Américains ne rigolent pas du tout. Parce que moi, pour aller régulièrement aux États-Unis avec un ESTA en simple touriste, j'ai le droit à chaque fois de plus en plus à des questions et je vois bien que simple fait de voir que régulièrement, les questions sont de plus en plus précises, profondes, pointues. Et que voilà, on sent bien que c'est pas un pays qui rigole avec ça. Oui, surtout sous l'administration actuelle, ça s'est clairement renforcé. D'ailleurs, les délais d'obtention des visas, probablement pas pour le E2, parce que là, c'est de l'argent qui arrive. Mais pour les autres visas, les délais se sont allongés. Alors, juste pour l'avoir quand même évoqué vis-à-vis de l'entreprise, quid des problèmes de change, choses comme ça? Pas de soucis spécifiques. Pour l'instant, on a un euro qui est fort par rapport au dollar, donc ça permet aux Français qui viennent, ça leur coûte un peu moins cher, quoi. Donc c'est quand même agréable pour eux. Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Faut pas que ça y change. Très bien. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après cette petite page de pub.
can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour la dernière partie sur Chicago. J'aimerais qu'on évoque un peu la notion d'interculturel et de relation entre la France et les États-Unis dans le business, parce qu'on a toujours le sentiment que ça va aller assez bien. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vais commencer par interroger Vincent, qui lui fait des allers-retours en permanence, donc il a peut-être une vision, et puis après, je reprendrai sur nos deux novices à Chicago. Même si 18 mois, c'est plus tout à fait novice quand même. Oui, je pense que, encore une fois, ce qui est très particulier, c'est que la France, vue des États-Unis, n'est qu'un tout petit pays. Donc, quand on se présente là-bas, vous voyez, c'est comme si on recevait, nous, je ne sais pas, quelqu'un qui venait de l'Amazonie, on se dit, ah oui, bon, tiens, c'est intéressant, on va écouter ce qu'il a à nous raconter, il y a un peu d'exotisme. Mais dans la relation, plus sérieusement, dans une relation subordonnée notamment, ça se passe très très bien. Les Américains sont vraiment charmants, ils ont ce côté hyper facile. Ils sont toujours assez décontractés, je trouve. Il n'y a pas de tension ou comment je veux dire ça, de situation où on peut être coincé parce que les sujets abordés sont un peu délicats. Les choses sont assez faciles à dire. On reste quand même dans une culture business très très forte. Donc là, j'allais dire, même avec des prestataires avec lesquels on est de longue date en relation, dès que ça se déséquilibre en termes d'intérêt pour eux, vous allez le sentir. Hein, les messages sont très clairs. Il n'y a pas de tabou sur faire de l'argent et créer de la valeur. Mon intérêt dans le business. Voilà. Il y a moins d'hypocrisie, je pense, de ce côté-là. C'est beaucoup plus facile. Et c'est d'ailleurs un indicateur très clair quand vous avez une tension directe qui se met en marche. Clairement, les choses ne vont pas bien sur la création de valeur. Ouais, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur la création de valeur. C'est votre sentiment immédiat, là, en ce moment ? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Alors, si je peux me permettre de donner un conseil, quand j'ai recruté mon VP, en fait, j'avais mis un élément que j'ai trouvé assez important après coup. J'avais mis europhile, en fait, c'est-à-dire un Américain qui voyage déjà, qui voyage, qui connaît l'Europe au moins, qui alors pas obligatoirement que la France, mais au moins l'Europe. Et culturellement, c'est plus facile. Parce qu'en fait... les ponts sont déjà là, certains ponts. C'est ça, en fait. C'est plus simple, on arrive à se comprendre. Après, le recrutement même d'un Américain, c'est une phase qui... alors, pour moi, c'était mon premier, hein, donc c'est complètement nouveau. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Donc, quand on fait un recrutement, les questions personnelles sont interdites. Enfin, c'est Myriam qui m'a aidé à faire ce recrutement-là. D'où l'intérêt d'être accompagné par un CCO. Exactement. Ça, c'est dit. Exactement. Donc, en fait, les codes des entretiens d'embauche sont complètement différents aussi, en fait. D'où l'intérêt de se faire accompagner. De se faire accompagner. Votre perception, justement, du business après 18 mois de présence sur place ? Alors, le business est très facile. On parlait d'europhile. Chicago et le Midwest, de manière générale, à cause de l'histoire de cette région, est très europhile. Parce que immigration grecque, polonaise, irlandaise, italienne, Louis XIV, Colbert, on va découvrir les Grands Lacs au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle. Voilà. Il y a une histoire et c'est un plus. Moi, je parlais avec un client qui est récemment qui est VP en charge du développement et des sales, qui disait, une société française qui s'appelle Gerflor, pour ne pas la citer, qui me dit être français, c'est un plus. D'accord ? Mais c'est un plus, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas le visa des affaires. Voilà, c'est pas le visa des affaires. Après, quand la question était autour aussi du management, on a des profils qui sont un peu différents. C'est-à-dire que en France, notamment les jeunes diplômés ont été, on leur a demandé pendant des années d'apprendre à développer des capacités de synthèse et d'analyse. Ça, ils savent très bien faire. Je parle des Français. En revanche, quand on parle quand on demande de la prise de parole, de la gestion de projet, de l'intrapreneuriat, d'aller chercher des infos à droite à gauche, travail en équipe, peut-être moins. Les Américains sont très forts. C'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse. En revanche, ils n'ont aucun problème avec la hiérarchie. Ils sont plutôt d'ailleurs by the book. Ils n'aiment pas trop les zones grises. Il faut qu'on leur dise clairement ce qu'on attend. Et si c'est écrit dans le manuel ou dans les procédures que c'est blanc, ça ne fera pas gris. Et si on leur dit non, mais un peu à la française ou de manière latine, non, ça, ils ne vont pas comprendre. Et après, ce que disait Vincent tout à l'heure, s'il n'y a pas une dynamique du sens au sein de l'équipe et au sein de l'entreprise, 3,9, 4,2% de taux de chômage, ils s'en vont dans la semaine. Emmanuel, un point de conclusion peut-être pour
aborder cette notion d'interculturel? Écoutez, moi, je dis que les Américains sont straight to the point. Il n'y a pas de demi-mesure. Je pense qu'il faut parler honnêtement et directement avec eux, comme eux le font avec nous. Et je pense aussi sur un petit point, quand on embauche un Américain aux États-Unis, je pense qu'il faut vraiment très bien définir le poste. C'est arrivé à plusieurs de nos clients où quand on ne définit pas le poste, qu'on oublie une ligne de poste, ça va être compliqué à l'Américain de lui dire, en fait, tu pourrais faire ça aussi, alors que ça n'a pas été défini au début. Donc c'est un point important à vérifier. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour cette émission. J'espère qu'on a présenté suffisamment cette magnifique ville de Chicago, au-delà du Chicago, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis dans quelques instants, ça sera la dernière pour Paris.